Quand on étudie la production astrologique française et son évolution au XVIe et XVIIe siècle, l'on remarque un fléchissement de la production astrologique de langue française à partir de la fin du XVIe siècle. Et en contraste avec l'affluence des années 1550. Puisque dans les années 1550, nous avons plusieurs traités d'astrologie qui paraissent, et notamment celui d'Auger Ferrier, celui de Claude Dariot, qui tous deux d'ailleurs auront une fortune remarquable outre-Manche, et également les almanachs de Nostradamus, qui sont des ouvrages astrologiques avec des calculs, des datations précises. Et j'avais remarqué, il y a déjà longtemps, que l'ouvrage de Ferrier, par exemple, auquel j'ai consacré d'ailleurs un DEA en études anglaises en 1981, il y a 40 ans, aura été réédité jusqu'en 1615, si ma mémoire ne me trompe pas. Alors, c'est quand même assez étonnant qu'un ouvrage produit en 1550 arrive à continuer à être publié 60 ans plus tard. Et il y a un déclin de l'astrologie à la fin du XVIe siècle, et non pas à la fin du XVIIe siècle, où au contraire, justement, il y a un renouvellement qui se produit. Là, il y a un problème d'éclairage complètement à revoir. Des gens comme Eustache le Noble, à la fin du XVIIe siècle, que j'ai révélé et qu'a exploité Patrice Guinard et puis ensuite Hervé Trévillon, montre bien que cette période-là n'est pas aussi catastrophique pour l'astrologie qu'on veut bien le dire, sans parler de Grain d'Orge qui fait un exposé devant l'Académie des sciences, alors qu'on croyait que dès l'origine, dès Colbert, l'astrologie était bannie, ce qui est une erreur. Je vous renvoie à mon ouvrage sur Nicolas Bourdin, où j'explique tout cela, paru chez Trédaniel en 1993. Alors je reviens à la question de l'évolution de Nostradamus, ou plutôt pas de Nostradamus lui-même, mais que l'on veut faire opérer chez Nostradamus entre les années 1550 et les années 1580. Parce que le Nostradamus des années 1580 est très différent du Nostradamus des années 1550. Et je ne pense pas que Michel Nostradamus, se serait reconnu dans le Nostradamus des années 1580, que j'appelle le Nostradamus bis. Le Nostradamus revu et corrigé, et allégé de sa partie astronomique. Et d'ailleurs, le phénomène s'était déjà produit avec Lichtenberger, dont les textes astrologiques ou astronomiques de la fin du XVIe siècle vont être recouverts par une couche de prophétisme, notamment dans le Mirabilis Liber. Je
vous renvoie d'ailleurs à mon exposition de 1994 sur ces questions, parue à la Bibliothèque nationale. Et par conséquent, je voudrais m'attarder sur le cas de Patrice Guinard. Parce que Patrice Guinard, justement, est traversé par cette problématique. Il commence par l'astrologie. Il fait une thèse en 93 sur l'astrologie, si on peut dire, dans un département de philosophie. Et puis, il va basculer vers Nostradamus, le Nostradamus des centuries et des quatrains, vers la dimension presque littéraire de ce domaine. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que cette substitution de Nostradamus poète, en quelque sorte, auteur de quatrains, à un Nostradamus astrologue et faisant des almanachs et utilisant des éphémérides, que cette dialectique, cette dualité, on la retrouve chez Guinard, qui, à mon avis, au fond, a été déçu par l'astrologie. Et cette déception, elle se manifeste au travers de son intérêt pour les centuries de Nostradamus et son refus forcené, si on peut dire, d'accepter l'idée que cette évolution trahit la démarche de Nostradamus. Il rejette avec violence toute idée de ce genre. Donc, il projette sur Nostradamus cette tension entre le côté astronomique, si on peut dire, et le côté poétique. Or, en réalité, on sait que Nostradamus n'a même pas écrit ces quatrains. Même les quatrains des almanachs, c'était certainement fait par quelqu'un à qui on m'avait dit « mettez en vers les prédictions en prose ». Donc, dire que Nostradamus a écrit des quatrains est assez tordu. Mais, par conséquent, Patrice Guinard, excusez-moi d'en faire la psychanalyse, mais en tant qu'historien, il faut aussi passer par là. Patrice Guinard exprime par son fanatisme centurique son problème avec l'astrologie. Et d'ailleurs, on voit bien l'évolution de son site, le Curat, qui est de plus en plus indifférent à l'astrologie, qui pourtant était fondamentale au départ, puisque Curat, c'est quand même le centre universitaire de recherche en astrologie, et qui va être envahi, en quelque sorte, par le corpus Nostradamus, qui va constituer les 4/5e des publications sur ce site à partir des années 90 et la fin des années 90 et 2000. Alors, moi-même, je connais bien cette problématique, puisque dans cette exposition, ça s'appelle « Astrologie et prophétie », donc ça veut tout dire, et que j'ai consacré mes travaux universitaires au prophétisme. Mais ça ne m'a pas empêché de mettre l'accent sur le fait que, dans le cas de Nostradamus, ce prophétisme n'est pas le fait de Nostradamus lui-même. Encore faut-il préciser d'ailleurs que le mot prophétie a un sens beaucoup plus vague au milieu du XVIe siècle et ne fait pas nécessairement, ne renvoie pas forcément à des considérations de type littéraire. Et d'ailleurs,
à la fin de sa vie, dans les années 1562, etc., Nostradamus est de plus en plus attiré par les spéculations astronomiques, ce qu'on oublie souvent, et il donne même une date qui est 1566, 1567, qui d'ailleurs correspond, mais ça c'est un concours de circonstances, à sa mort, pour l'arrivée d'une sorte d'antéchrist. Alors c'est un ouvrage qui est... cette épître à Pie IV a été qui ne figure pas dans le corpus centurique, est fondamentale, et elle a été occultée justement. Elle est largement présente en italien, d'ailleurs, et d'ailleurs, curieusement, à la Bibliothèque nationale, qui est beaucoup plus riche en traduction italienne, en texte italien nostradamique, que dans le domaine du français. Et voilà, donc j'en resterai là. Hein.